Bienvenue au 13e jour de 6e Forum africain sur la cinécoculture. Aujourd'hui, c'est l'étude de terrain. Donc on va prendre ce bus et on va visiter une ferme qu'on appelle la ferme de Sundina, où on aura un terrain de cinécoculture, donc c'est encore en préparation. Et pour aujourd'hui, nous allons d'abord visiter un petit coin naturel, c'est-à-dire la végétation primaire qui est dans la même région, et déjà observer ce que ça veut dire l'état naturel, le nombre des espèces, la couverture du sol, etc. Et faire la même chose sur le terrain qu'on va avoir, le terrain de cinécoculture. Donc l'idée, c'est d'avoir estimé ce qu'on a comme l'écart de biodiversité à combler, et comme ça on aura le meilleur défi pour bien planifier le champ de cinécoculture. Et on a aussi quelques semences implantées déjà aujourd'hui pour faire un peu la dimension de couches où on va cultiver des dizaines, des centaines de plantes. Donc c'est le premier jour. Merci beaucoup. Bon, ce qu'on va faire, il faut laisser. Quand ça serait prêt, mon chauffeur est encore en train de faire du temps, je vais l'appeler par les ou bien c'est le vieux qui les rage de ne pas toucher, sinon tout le temps le vieillard qui ne peut pas toucher. On attend le Elle n'est pas sacrée, non? Est-ce qu'elle est sacrée? Une forêt sacrée. Il y a le lieu sacré de ça. Tu peux faire comment là-bas facilement, il n'a pas de problème. C'est ça. Communautaire, je ne sais pas si vous avez Oui. Sinon, c'était planifié, le contrat a été signé, enfin, le contrat a été signé à leur niveau. tomber ici derrière Moi, c'est très bon quoi. Quand tu veux descendre, tu as pas de Ça devient sérieux. Allez, vous nous prenez photo.
D'accord. On arrive là. Dans la montagne, là, sur la ligne. Nous, on les avait dit même quand on faisait le reboisement, c'était Parachute. Au cas où ça dégénère. Ici, on peut voir que la nature même fait de sorte que les choses sont un peu parsemées. On a de grands arbres comme ça. Et en bas de ces arbres, des grands arbres, on a des arbustes et en bas, c'est de façon un peu étagée. Voilà. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation que l'on peut mettre sur le champ, ce que nous avons fait pour le Burkina et le Mali, et c'est également ce que nous avons commencé ici à Sumdina, c'est de faire des lignes d'arbres. Là, ce n'est pas organisé comme ça, de façon comme ça, c'est un peu plus, voilà, un peu plus ordonné. Bon, ce que vous allez remarquer aussi est que pour les autres, nous avons fait vraiment des lignes vraiment droites. Si vous êtes arrêté, vous voyez que c'est vraiment bien aligné. Mais là, ils ont fait, vous voyez que les lignes sont un peu plus gondolées. Parce que là, nous avons donné les instructions et c'est les paysans eux-mêmes qui ont fait. Creuser les trous, vous savez, pour les arbres, on creuse les trous. Vous pouvez faire des trous de façon bien alignée, mais en plantant l'arbre même, ça peut vous planter d'un bord ici et de l'autre bord comme ça, vous verrez qu'à la fin, les arbres ne sont pas alignés. Donc, souvent, on met, pour nous, ce que nous avions fait, on place une corde, un fil, pour garder la ligne. Là, ça n'a pas été fait comme ça. Bon, c'est pas grave, parce qu'on peut même faire comme ça de façon parsemée, pourvu que on organise les choses de sorte que les arbres, les grands arbres, l'ombre ne n'étouffe pas ceux qui sont là. Donc on fait les grands arbres, une ligne d'arbres, et entre deux lignes d'arbres, il y a 10 mètres. Maintenant, la ligne va faire les arbres, les grands arbres, et la ligne qui va suivre sera les arbustes, et la ligne qui suit encore plus bas. Donc ça prend du plus haut au plus bas. Comme ça, ça permet l'ensoleillement pour que tout le monde puisse avoir accès à la lumière. Donc vous savez que les plantes aussi préparer leur nourriture, la photosynthèse. Donc d'une ligne à une autre, c'est comme ça qu'on organise que ce soit un peu plus clair. Donc maintenant, sur la ligne, on fait aussi de façon alternée. On ne va pas avoir une ligne de manguier, une ligne de goyabé, une ligne de... Donc, sur la ligne, vous avez un manguier, le prochain pied sera peut-être une autre espèce. Pas jamais deux espèces successives sur la même ligne. Voilà un peu de façon globale. Donc ici, l'observation, c'était donc pour nous permettre de voir comment la nature aussi organise à sa façon. Et qu'on voit qu'il y a des arbres, mais en bas, c'est pas aussi fermé. Si c'est une forêt très fermée, vous verrez que la salle herbacée ne sera pas Ici, une question. Ici, par exemple, si on veut installer la coco, je commence par où? Sur ce terrain? Oui, sur ce terrain. Parce que là, vous avez tous les exemples où le terrain était détruit. Voilà, Mais ici, vous voulez commencer. Voilà, voici ici, on veut commencer la sécurité. Alors, on commence par où? Si j'ai un terrain comme ça où je veux commencer, alors c'est aussi l'idée de, on pratique ce qu'on appelle le FMNR, Farming Management, Natural Resources. Alors la gestion des ressources naturelles par les fermiers. Donc c'est un peu, je ne sais pas si la traduction a été bien faite, mais
Je sais qu'il y a un mot technique comme ça pour ceux qui ont fait l'agroécologie ou là, les arbres, on ne coupe pas. On peut les tailler pour éclaircir, pour qu'il y ait plus de, pour que la lumière passe. Et les tailles que vous faites, les débris vont aussi servir de couverture du sol, de paillage. Donc là, on peut ne pas avoir, si j'ai à faire un champ de sylviculture ici, je ne vais pas mettre l'accent sur le design pour avoir les lignes droites et choses comme ça. Je peux juste un peu ajouter, parce qu'il y a ici les arbres naturels. Je sélectionne certains pour leurs propriétés peut-être médicinales ou fourragères. Et maintenant, je fais les introductions en fonction de mes besoins maintenant. Je mets des manguiers, des goyaviers, des arbres fruitiers, avocatiers et autres. Là, si on ne coupe pas, si on ne coupe pas, est-ce qu'on peut introduire vraiment des espèces végétales ici? Vous voyez, par exemple, si vous devez mettre ici les manguiers, je me dis quel nombre de pieds on peut encore ajouter ici, alors que c'est ce qui est en réalité a de la valeur pour le paysan, parce que pour le moment ici, ça a une valeur, mais pas vraiment pour le paysan. Alimentaire. Oui, comestible. Quand il fait le champ, ce qu'il met, c'est difficile en réalité de le récupérer ici. Oui. Maintenant, oui, ce que vous dites est vrai, sauf que quand on plante le manguier, ce n'est pas dans la première année ou la deuxième année qu'il va atteindre la taille de production. C'est progressivement que les manguiers croissent. Et les arbres fruitiers qu'on met en place, c'est progressivement qu'ils croissent. Et au fur et à mesure que ces arbres croissent, on peut les remplacer, éliminer les arbres, les espèces spontanées. Les espèces spontanées, il n'y a pas que les arbres, il y a aussi les herbes. Ici, si je veux faire la cynicoculture ici, il faut quand même que j'enlève certaines herbes. C'est là aussi, c'est aussi ce que nous appelons la transition. La période de transition vers la cynicoculture. Et à cette période de transition, il y a aussi ce que nous appelons les compromis acceptables, comme l'amendement du sol, qui en principe n'est pas, on n'en a pas besoin. Ça ne fait pas partie des techniques de la cynicoculture. Mais pour commencer, par exemple, si on commence avec un sol très dégradé, le but du producteur, c'est de quand même produire. C'est pour ça que les producteurs, de pouvoir récolter quelque chose. Donc, on a ce qu'on appelle les compromis acceptables, comme le travail du sol. On peut faire un travail léger du sol. On peut apporter de l'amendement, vraiment, mais que ce soit là des amendements des intrants biologiques, pour quitter progressivement la partie synthétique, les produits synthétiques, les produits de synthèse. Donc, en cette période donc, de transition, il y a la possibilité donc, d'enlever certains arbres, d'enlever aussi l'amendement. C'est bon? Non, moi, ce que je prends l'important, c'est d'aller à ce stade-là. Donc, si tu es à ce stade, je crois c'est mieux d'aménager, mais c'est les terres dégradées plutôt. Voilà. Il faut essayer d'amener à ce stade-là. Parce que ici, on est presque au stade. Oui, c'est ça. On est au stade de saturation. C'est d'introduire peut-être quelques arbres fruitiers. Mais le plus important, la cyniculture, c'est d'amener nos sols. Puisque tous nos sols au Togo sont dégradés complètement. Ouais. C'est d'arriver à amener ce sol-là à un sol qu'on pourra exploiter et donc que le paysan puisse en bénéficier demain. Vous voyez que par exemple dans les sols où on a des sols exploités par l'agriculture, c'est pas facile de trouver l'humus. En tout cas, c'est l'humus qui permet de richesse, par exemple. Là, on a un sol assez riche. Et c'est généralement comme ça que les agriculteurs font, pour ce qui est de nous, que je sais pour le Burkina. Par exemple, ils laissent les terres dégradées et ils vont vers là où ils ont mis en jachère, qui se sont renouvelés naturellement.
Et le but de la synécoculture est de pratiquer l'agriculture sur le terrain et d'arriver à la récupération en même temps du sol. Donc on peut prendre un sol bien dégradé et travailler à en arriver là. Oui. En fait, mon souci au niveau de la définition du concept et ce que vous venez de dire maintenant. Le professeur avait à dire que c'est sans labour, sans fertilisation, plein de choses. Ben, je constate que c'est pas aussi ça. Okay. Parce que, en fait, le concept, par rapport à ce que vous expliquez, il y a une nuance. Okay. Donc, si nous sommes dans un type de sol tel que ceci et qu'on veut pratiquer la synécoculture, avec déjà, c'est presque touffu. Hein. Donc, on peut pas, si on veut insérer certaines cultures, l'espace même n'est plus pratiquement. Donc, il faut forcément détruire quelque chose. On a dit ça tout à l'heure. Bon, maintenant, avec quelle méthode on peut le détruire? C'est manuellement ou bien avec des outils que nous pensons que la synécoculture refuse, ben n'adhère pas trop forcément. Emmanuel. Justement, c'est ce. Oui. André, oui, c'est clair. André n'est pas un enseignant. Hein. Bon, il faut que je le relaie, après il va donner les termes techniques. Vous savez, il a déjà expliqué, il dit qu'il faut une transition. Transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois casser un peu les œufs pour arriver à ce que tu veux arriver. Si tu as un sol comme ça, effectivement, il faut un peu de trucs. Si tu as vu les labours, tu as été dans les arbres comment on laboure, ça, on ne peut pas le faire dans nos, si tu veux faire la sylviculture. Si tu commences par là déjà, bon peut-être la première année, si tu veux faire ton sang de maïs, tu peux labourer des trucs, mais après, progressivement, tu dois pouvoir aller et ne plus labourer. Quand on va aller sur le terrain, peut-être ça sera beaucoup plus clair pour toi. Là, on est en train d'exposer les choses. Là, même il a expliqué, quand les plus gros arbres vont arriver, ainsi de suite, à un moment donné, tu ne pourras même plus labourer. Donc, tu peux rentrer, enlever, c'est ce que le professeur Sama a dit, Massa a dit, ça dépend de ce que tu appelles mauvaise herbe. Une herbe que toi tu appelles mauvaise, un papa peut arriver et dire, ah, ça là c'est très important, on peut l'utiliser pour guérir telle maladie. Alors que toi tu vois que c'est une mauvaise herbe pour toi. Aujourd'hui nous sommes en train de piétiner tout ça là. Peut-être parce que nous on ne connaît pas l'importance. Peut-être un japonais va arriver et va dire, ah, chez nous, cette herbe là, on peut faire les épices avec. Donc ça dépend de ce qu'on appelle pour une mauvaise herbe à un temps T. Donc l'important c'est de garder tout en mouvement et en utilisant les choses selon les besoins. Bon, c'est tout juste. Oui, bon, c'est tu peux super. utiliser les termes techniques maintenant. Et aussi la question de nuance aussi, c'est ce que nous avons appelé des compromis acceptables. C'est des compromis qu'il faut, par où il faut passer pour arriver. Parce que le but de, quand on parle de détruire là, c'est vrai qu'on va enlever tout ça, c'est détruire d'une certaine façon. Mais l'agriculteur a besoin de récolter quelque chose. On fait comment? Il y a des compromis là qu'il faut accepter. Et il y a des compromis qui sont inacceptables, tels que le labour avec un tracteur. Ça, c'est un compromis qui n'est pas acceptable. La fertilisation chimique, ça, c'est des compromis qui ne sont pas acceptables. Par contre, un labour, un travail de sol léger, les amendements avec des trucs organiques, ça, c'est des compromis. Ce n'est pas, normalement, ce n'est pas accepté en synécoculture, mais c'est des compromis qu'on peut accepter pour la phase de transition. C'est bon? Je rajoute, de façon un peu plus généralisée, c'est qu'il faut sortir de dichotomie entre compromis et la destruction d'écosystèmes. C'est-à-dire que, regardez ici, les herbes qui sont mangées, est-ce qu'on appelle ça la destruction? Non. Et vous allez me demander pourquoi. C'est une disturbance, c'est clair, c'est une sorte de disturbance en termes écologiques, mais qui sert à faire recycler les matériaux organiques et qui contribue à la biodiversité. Vous voyez? Donc si vous pensez à perturber un peu le sol, à introduire des nouvelles plantes, si un gros plan veut maximiser, veut augmenter la biodiversité, c'est acceptable parce que c'est la synergie. On n'appelle pas ça le compromis. André a dit compromis pour faciliter un peu la compréhension, mais certaines disturbances, c'est positif pour la nature. Les sangliers, par exemple, perturbent beaucoup de choses, mais c'est la perturbation positive tant qu'il y a la population contrôlée dans le système de la nature. Mais s'ils deviennent trop nombreux, ça fait trop de disturbances, donc il y a l'effet négatif sur la biodiversité aussi. Donc il faut chasser un peu.
Donc c'est comme ça que tu contextualises toutes les choses. Si tu mets certaines choses en place dans le champ de sylviculture, tu te demandes non seulement la perturbation partielle, mais à la contribution globale à la biodiversité. Donc si à long terme, ce que tu fais contribuer à la biodiversité, c'est acceptable. On n'appelle pas ça le compromis, mais plutôt la synergie à long terme. Donc tu vois. Quand on dit compromis, c'est vraiment quand il y a une culture spécifique à protéger, quand un peu par hasard les insectes sont venus et que tu ne sais pas encore comment faire, tu peux un peu éliminer à la main aussi. Mais ça, c'est un peu le compromis. À la longue, il faut quand même savoir maîtriser les plantes pièges. Il faut laisser la nature travailler au lieu de toi, sinon tu seras occupé tout le temps. Oui. Et je vous invite aussi à regarder un peu un gros plan comme ça. Enfin, je vais expliquer de bas aussi tout à l'heure. Essayez de compter un peu les nombres d'espèces existantes ici, à l'état naturel. On n'a pas besoin de savoir tous les noms de plantes en agriculture. Je ne comprends pas tous les noms de plantes ici, mais on repère quand même la différence des espèces en regardant les différentes formes de plantes. Et mémorisez bien quelle sorte de forme les plantes ont ici, pour comparer après avec la ferme de Sumdina, qui est encore à l'état initial de transition. Et vous allez aussi regarder un peu en bas et se demander s'il y a une partie du terrain qui est exposée ou plutôt couvert par la végétation, non? Ce qui n'est pas toujours le cas avec la monoculture. La monoculture, vous regardez, il y a juste des petites parties de culture, après c'est le terrain nu. Alors quand vous pensez à la pluie qui tombe assez fort comme hier soir, qu'est-ce qui va se passer? Ça tombe, oui, ici, voilà. Il y a plusieurs couches qui reçoivent la pluie, donc au niveau de surface, ça devient très léger. Et puis il y a le système de racines qui laisse de l'eau pénétrer, s'infiltrer, donc ça contribue à la nappe phréatique. La dessiccation aussi. Voilà, donc en monoculture, il y a des choses qu'on ne s'est pas rendu compte, mais qui donnent le cycle vicieux dans la nature par rapport à la biodiversité. Donc c'est sur ça qu'il faut regarder, et que c'est vrai que si tu regardes point par point, il y a toujours des petits compromis, mais il faut le reprendre dans un contexte global. Si je change ça, est-ce que ça contribue à la biodiversité globale? Voilà un peu l'idée. Et vous allez aussi regarder la couleur du sol, si c'est foncé ou c'est rouge. Donc ça reflète le taux de matière organique qui est fait naturellement par cette plante-là. Donc c'est aussi la raison qu'on observe un tas de biomasse des arbres de cette hauteur, qu'en principe on n'a mis aucune fertilisation de manière artificielle. Donc c'est un peu le rationnel de synécoculture. Et aussi, si vous êtes un peu professionnel, vous constatez aussi que cette végétation, c'est pas tout à fait vierge. Il y a certains mélanges des plantes introduites, mais qui sont laissées pendant des dizaines d'années en concurrence et en symbiose entre eux. Et donc ça fait déjà la conception de l'écosystème augmenté, que c'est l'homme qui a introduit certaines plantes, mais qui ont contribué dans la formation naturelle à augmenter la biodiversité et possiblement le fonctionnement. Et en synécoculture, on va faire exprès ça. Oui. C'est pas que pour les questions Non, ma question, ça rejoint celui de monsieur. Aujourd'hui, nous sommes là pour un peu plus de pratique, pour comprendre ce qu'on a pu comprendre lors de la présentation technique. Je trouve également le site un peu trop touffu. Supposons que nous sommes sur un site pas forcément montagneux, mais comme ça. Je souhaite introduire 5 espèces. Pour moi, c'est que je veux vraiment commercialiser ou bien produire pour moi-même. Le maïs, par exemple, le soja, niébé, manioc. Avec votre expérience, qu'est-ce que vous me conseillerez ou bien par où vous commencez pour produire ou bien pour introduire ces 5 espèces-là?
Ouais. Salutations à tous. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on s'est bien réveillé. Les Camerounais disent qu'ils ne savent pas s'ils ont bien dormi, mais ils savent qu'ils se sont bien réveillés. J'espère de même pour vous. Il y a la pluie qui menace. J'aimerais vous proposer qu'on aille poser les questions dans les bus en allant à la ferme, que de rester ici et d'être surpris par la pluie. Si vous convenez avec moi, on va commencer par descendre doucement, parce qu'il a plu hier et c'est glissant. C'est parfait. D'accord, merci beaucoup. Je vais aussi expliquer de partir en bas, Ok. de regarder vers le haut. Comment ça veut dire la transition écologique. Donc il y avait une belle vue là. Donc vous descendez à droite en fait. Vous allez à droite, en bas à droite. Pour ceux qui ne sont jamais allés à la chasse, enfin, je me demandais à quelle heure on serait ici, mais on est arrivé plus qu'à mon temps. Ça devient de plus en plus facile. Sinon la montée. Regarde agora o isso vai atirar. Ça c'est randonnée. C'est quelle promotion? C'est faux. Oui. Oui, venez, s'il vous plaît. Bon, voilà, vous constatez déjà la différence au niveau de vos pieds là. Le sol est très différent, n'est-ce pas? C'est quand même le même sol en texture, mais c'est juste le taux de matière organique qui est différent. Donc c'est l'effet des plantes qui change la couleur du sol, c'est-à-dire le contenu de matière organique. Donc tous les fonctionnements de rotation d'eau, les activités microbiologiques, donc éventuellement le cycle des matériaux qui devient disponible pour les plantes. Alors ici on a cette belle vue du terrain nu avec les petits arbres, des grands arbres avec les verts foncés, etc. Donc ça correspond un peu à l'image que je vous ai montrée hier, c'est l'image de transition écologique. Et je veux dire que toutes sortes d'états, ça fait quand même une sorte d'écosystème qui ne dépend pas de notre valeur. Donc ici on a le désert par exemple. Et ça a le valeur aussi. Enfin, quand il y a le vent souffle, ça fait un peu lever les poussières et ça tombe dans l'océan qui contribue à l'écosystème marin. Donc la différence c'est qu'on a différentes compositions d'espèces qui servent à différentes choses et différents fonctionnements. Donc si vous voulez par exemple cultiver des légumes, il se peut que vous aurez plus de chance ici parce que l'étape de transition écologique s'arrête au niveau de prairie. C'est encore au niveau de prairie. Donc vous pouvez mélanger ces espèces, des petites plantes comme ça, en symbiose avec cette végétation. Mais quand ça continue trop vers le haut, ce sera difficile de cultiver
les légumes qui requièrent l'ensoleillement parce que ça devient trop sous l'ombre. Oui. Mais là, vous aurez la chance de cultiver les arbres fruitiers, par exemple, qui poussent énormément. Le baobab, par exemple, ça peut pousser haut. Et il n'y a pas besoin de pousser le baobab ici. Donc comme ça, on maîtrise la biodiversité de chaque étape de transition écologique au fur et à mesure, selon votre besoin, et selon aussi la rationalité de réponse écologique. Donc si vous commencez par exemple la synécoculture ici et que vous introduisez des plantes, vous aurez tout de suite la génération de ces sortes de tailles. Mais ça va s'enchaîner vers la végétation plus haute. Et quand ça devient plus haute, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous changer la composition des plantes pour mieux favoriser l'environnement développé, soit vous revenez un peu à cette étape en coupant les branches des arbres, même en défrichant partiellement, pour mieux favoriser la biodiversité de cette étape, si vous voulez. Donc vous pouvez jouer en allant vers le haut, le bas, selon votre besoin de production, aussi selon l'harmonie avec votre environnement. Donc c'est à vous de choisir. Et toutes ces étapes, on a le nom de biodiversité. C'est pas que parce que on a le terranier qu'on n'a pas de biodiversité. On a la biodiversité quand même des microbes ici. Mais les composants sont différents, le fonctionnement est différent et le profit économique qu'on peut en tirer, ça devient aussi différent. Donc c'est à vous de réfléchir sur ça. Et quand on pense à ça, la monoculture c'est juste une partie de cette transition écologique. C'est juste se limiter ici, vous voyez, entre le désert et cette formation de prairies, mais avec une seule espèce en monoculture. Donc on est à une dimension. Comme au Togo, on n'a qu'une route nationale. Mais il faut regarder en trois dimensions. Déjà 2 dimensions comme ça avec la transition écologique. Et 3 dimensions avec le hauteur. Et 4 dimensions avec la biodiversité et 5 dimensions avec le temps. Donc voilà, je suis physicien. Donc gardez bien l'image de cette vue là parce que ça va vraiment vous aider à vous guider. Quand vous avez certaines choses, certaines préoccupations, comment je gère ça, est-ce que je fais de bonnes choses, etc. Prenez toujours référence de cette manière. À quelle étape j'en suis, à quelle étape mon champ se situe et à quelle étape on veut se diriger. Et si vous avez ce qu'on appelle le coordonné écologique, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Voilà. Bon, on va comparer tout ça. Gardez bien dans votre mémoire, n'oubliez pas, vous allez à la ferme, on fait la même chose, mais à l'état plus ou moins qui ressemble à ça. Donc voilà. On reprend le bus, on va à la ferme de ce chien. Vous avez quelque chose à ajouter? Après ça, elle va venir dans le cul de matin. Je démissionne. Alors,